Bienvenue Sama. Bonjour Romain. Alors Sama, on te reçoit aujourd'hui pour les carnets soft skills de chez Duno. Et tu as un ouvrage qui est sorti sur comment les neurosciences peuvent un peu, c'est la particularité des soft skills, toujours un peu, aider dans les relations d'équipe, dans les fonctionnements inter-équipe. Alors avant de parler de ça, je voudrais te présenter très brièvement et puis tu compléteras. Donc tu es à l'APM depuis 2019. À mon avis, tu vas bientôt atteindre les 100 rencontres. Et donc, tu es sur un sujet de neurosciences, tu es docteur en neurosciences et tu as fondé l'Institut Social Brain Institute. Et je te laisse nous expliquer peut-être un peu plus en détail ce qu'est cet institut. Et puis, si tu as envie de nous dire d'autres choses, n'hésite pas. Justement, après mon doctorat en neurosciences, je me suis rendu compte que cette discipline qui concerne les bases biologiques du comportement ne suffisait pas. En fait, et c'est en ça que quand je me présente, j'aime dire que ce que je fais aujourd'hui n'est pas lié qu'à mon doctorat de neurosciences, mais à avoir croisé ces connaissances avec d'autres disciplines, d'où la mission de cette organisation qui est de croiser les regards donc, entre plusieurs disciplines des sciences cognitives, dont les neurosciences, mais s'ajoute aussi l'éducation, la psychologie, l'anthropologie, l'intelligence artificielle et linguistique. Et donc, c'est en faisant ça qu'on se rapproche à quelque chose qui peut ressembler à la complexité de ce qui se passe dans une organisation, par exemple. OK. Alors, on va entamer, on va lancer la discussion sur l'ouvrage. Mais avant toute chose, j'avais envie de te poser une question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a une hype depuis quelques années autour des neurosciences? Et je prends pour exemple ce qui se passe dans le réseau. On a une communauté qui s'est créée, Synapse, et on a de plus en plus de demandes à ce sujet-là, enfin sur cette thématique-là qu'on n'avait pas avant. Est-ce que tu peux nous aiguiller sur ça, nous éclairer? Alors, l'intérêt que nous portons pour la compréhension des mécanismes de notre pensée, de ce qui se passe en nous, est beaucoup plus vieux que les Ouais. neurosciences. Et ça a toujours été une préoccupation philosophique, humaine, dès qu'on on savait qu'il y avait un domaine sur lequel nous n'avons pas de réponse. Donc, il y avait toujours un enjouement autour de ces questions. Et le stress, les émotions, la conscience, en fait, toutes ces questions semblent être de l'ordre du mystérieux, du miraculeux. Et donc, en fait, il y a comme une forme de magie qui entoure ces questions très complexes. Les neurosciences viennent en fait avec des avancées technologiques qui Ouais. sont, pour le coup, qui peuvent paraître impressionnantes parce qu'on arrive à regarder ce qui se passe dans le cerveau, mais il ne faut pas. Il faut se méfier en fait de cette illusion que c'est parce qu'on a une avancée technologique qui nous permet de voir ce qui est en train de se passer que nous avons les réponses et les recettes. Et donc, hype, déjà, le terme hype nous invite à nous méfier. Ce ne doit pas être une mode, ce ne doit pas être un trend. Et il faut aussi qu'on se méfie de la sursimplification de ce qui se passe dans le cerveau, qui peuvent être aussi, d'ailleurs, faites par les chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire quand on fait des interprétations qui dépassent ce qu'on nous sommes en train de voir. Et donc voilà, moi, je sais que c'est très attirant, c'est un domaine qui me passionne moi personnellement, mais je sais aussi qu'il faut que quand je transmets, que j'ai beaucoup de précautions, parce qu'on peut avoir tendance à vouloir simplifier, à devenir simpliste, et c'est vraiment la nuance qui est très facilement oubliée quand on fait de la vulgarisation. OK. Alors, la thématique de ton ouvrage, c'est sur l'impact finalement des neurosciences, en tout cas la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre la collaboration et le collectif. Avant toute chose, est-ce que tu peux, là encore, me donner peut-être une définition pour lancer la discussion? Qu'est-ce qu'une véritable collaboration? Alors, dans l'ouvrage, c'est vrai que je dépasse aussi le domaine des neurosciences, bien que les études que je montre, c'est des études, la majorité des études que j'utilise pour illustrer mes propos sont des études d'IRM fonctionnel ou des études de mesure de corrélats neuronaux, mais d'ailleurs, comment moi-même j'ai construit ma pensée, c'était inspiré de disciplines diverses, dont la sociologie des organisations, Ouais. parce que faire le pont entre ce qui se passe dans un neurone, dans un laboratoire, et puis ce qui se passe dans une organisation de travail dans lequel il se passe ou pas une collaboration, ce serait très ambitieux de ma part. Et donc, il fallait aussi que je m'inspire des études qui se font vraiment sur le terrain, des chercheurs donc c'est de la recherche, c'est une démarche scientifique, mais qui regardent vraiment les dynamiques
de comment les cerveaux humains collaborent. Parce que finalement, la collaboration se passe dans le cerveau, même si on bouge avec nos corps, mais elle se passe dans le cerveau parce que, comme tout acte, pensée, action, elle est anticipée par notre cerveau. Et donc, le but de ce livre, c'était de parler de la culture du travail, mais pas comme on l'entend aujourd'hui quand on parle de culture et de l'avenir du travail, mais vraiment parce que la collaboration est basée sur une culture. Ça veut dire un automatisme, un ensemble de normes. Et donc, pour que nos cerveaux qui collaborent puissent le faire, il y a donc certaines conditions. Et ces conditions nous accompagnent depuis nos ancêtres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié nécessairement au monde du travail tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ça veut dire que tout groupe humain qui ont un projet en commun et qui ont des valeurs en commun sont amenés à collaborer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette notion de valeur, par exemple. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup notamment de la nouvelle génération qui souhaite s'inscrire dans quelque chose qui a du sens pour eux. Ils ne travaillent plus pour les mêmes motifs, mêmes raisons que nos anciens. Est-ce qu'une collaboration, quand on t'entend en termes de valeurs, est-ce que c'est possible quand on a des valeurs totalement différentes qui sont affichées? Est-ce qu'une collaboration est tout de même possible dans ce cas-là? Alors, oui, d'abord, tout comme l'autonomie, notre cerveau n'a pas besoin d'un alignement parfait, comme on n'a pas besoin d'une liberté parfaite, on n'a pas besoin de l'alignement parfait dans le sens où les valeurs telles que je les entends soient pratiquées par tout le monde. C'est le principe des démocraties d'ailleurs. Donc, on a aussi, on peut, comme un enfant par exemple, il peut s'adapter au fait que les règles à la maison ne sont pas les mêmes à l'école ou dans la rue. De la même façon, nous avons cette flexibilité mentale qui nous permet des fois d'accepter que les autres n'ont pas le même attachement que nous à certaines valeurs. Donc, par exemple, on peut être attaché à l'ordre et les autres attachés plus à la liberté. Et on va se heurter à un moment donné parce que la liberté, elle va venir menacer l'ordre et vice-versa. Et donc, en fait, ce qu'on fait en société, c'est qu'on fait un compromis. Ça veut dire un point dans lequel on sent qu'on n'est pas menacé d'une manière sévère au niveau de nos valeurs, mais où on laisse aussi les autres. Voilà, donc c'est un peu les règles qui sont déclinées en comportements que nous établissons ensemble. Et ce que j'invite dans le livre, c'est à en fait fuir l'abstrait ou éviter l'abstrait quand on parle de valeurs, parce que les valeurs n'existent pas pour le cerveau si elles ne sont pas déclinées en comportement. Un autre, ça veut dire, si on veut parler de politesse, on veut parler de bienveillance, c'est des termes que le cerveau ne comprend pas. Il faut que ça soit établi, élaboré en comportement et en conséquence de ces comportements. Par rapport aux jeunes, je pense qu'il y a une exagération de cette idée de la quête du sens. D'ailleurs, qui peut porter un message très condescendant, comme s'il y avait des métiers qui auraient plus de sens, parce que ce seraient des métiers humanitaires ou des métiers donc, en fait, tous les métiers dans lesquels on gagne notre vie et dans lesquels on est respecté en tant qu'être humain au sein de ce lieu de travail peuvent avoir un sens. Donc, je doute fort que nos projections existentialistes sur les envies des jeunes et les valeurs des jeunes soient vraiment, réellement, à la base de la problématique du recrutement aujourd'hui ou la problématique de la rétention ou la problématique intergénérationnelle de la compréhension de ce qui se passe dans la tête des jeunes. Je pense que nous avons tous les mêmes inspirations, tous et toutes. Nous voulons être plus ou moins autonomes, nous voulons être plus ou moins reconnus, nous voulons avoir un statut respecté, nous voulons avoir une clarté au niveau des objectifs et on n'a pas tous et toutes besoin que nous soyons dans des métiers qui changent le monde pour trouver le sens. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas qu'on se détourne des questions essentielles. C'est comment construire des cultures organisationnelles qui ne sont pas toxiques pour l'être humain. Ouais. Et n'importe quel que soit le métier que nous faisons, nous pouvons y trouver du sens. Et d'ailleurs, vous pouvez aller dans des organisations humanitaires avec des missions qui portent beaucoup de sens, telles qu'on l'entend aujourd'hui, mais dans lesquelles il y a une culture de travail qui est très toxique et dans lesquelles on ne trouve pas le sens d'aller le matin travailler pour cette cause.
Donc voilà, c'est juste remettre un peu en relativité cette question de la quête du sens qui serait quelque chose sur lesquels les jeunes ne compromettraient pas. Je pense que les jeunes vont juste dire à voix haute ce que nous avons dit, ce que nos parents ont dit. J'aimerais travailler dans un environnement dans lequel je me sens respectée en tant qu'être humain. Ça fait du bien d'entendre ça et de remettre un petit peu à sa juste place ces questions qui sont extrêmement présentes aujourd'hui, notamment dans le réseau, mais même dans le débat de société. Tu parlais de besoins. Dans le livre, tu listes les besoins importants que nous pouvons avoir. Donc, le besoin de relations sociales, l'éthique, enfin l'équité, ces besoins-là. Est-ce que tu peux nous les présenter Oui. brièvement et nous expliquer en quoi, une fois qu'ils sont comblés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas satisfaits, ça permet d'avoir une relation et une collaboration plus saine et plus aplanie. Alors, les besoins que je suis permise d'exposer, c'était ceux où j'ai trouvé des données qui valident que quand on est touché au niveau de ces besoins, on est menacé psychologiquement. Donc, on a une réponse au stress qui est équivalente à une réponse à un stress physique. C'est-à-dire ce qui se passe dans notre corps est équivalent à cela, et que si on est motivé au niveau de ses besoins, si on est nourri au niveau de ses besoins, que la collaboration peut bien se passer, d'ailleurs au niveau d'une équipe de travail comme au niveau d'une classe sociale, d'une communauté. Oui. Ces besoins sont fondamentaux, d'ailleurs on les retrouve dans des modèles animaux. C'est par exemple parler d'équité, les animaux, ils sont sensibles aussi au fait qu'ils n'obtiennent pas une même récompense, ou une récompense juste par rapport aux autres. Les animaux aussi, les rongeurs ont besoin de contrôle, ont besoin de clarté, ils sont menacés par l'incertitude tout comme nous. Les sociétés animales peuvent aussi s'organiser au niveau du statut. Et donc, quand on est dominé dans les règnes animales, on est aussi sujet au burn-out tel que nous, on le vit, c'est-à-dire on peut finir vraiment malade parce qu'on est agressé par les dominants. Donc voilà, donc les besoins que j'expose dans le livre, ça part du statut social, ça veut dire le besoin d'être admiré en quelque sorte. Donc il y a un besoin qui peut paraître désuet ou qui peut paraître non sage, mais en tout cas il existe. On a besoin que les autres nous trouvent drôle, bien, voilà. Donc ça, c'est un besoin qu'il faut relativiser, certes, mais qui existe et qui peut être menacé quand on se sent diminué. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'on peut, au travail, nous sentir exclus. Donc là, ça touche un autre besoin qui est le besoin d'appartenance. Donc un besoin d'appartenir, pas nécessairement d'ailleurs à notre groupe de travail, mais d'appartenir quelque part à un groupe. On a besoin de clarté. Donc l'incertitude vient menacer celui-là. On a besoin d'équité, on a besoin d'alignement avec les valeurs, de reconnaissance et de défi ou d'harmonie entre nos niveaux de compétences et la difficulté des tâches dont on est responsable. Et voilà, donc ça, ces besoins, je les explore à travers les études, mais aussi à comment on peut instaurer des cultures organisationnelles dans lesquelles ils ne sont pas, au moins, ils ne sont pas menacés et au mieux, ils seraient nourris. Et tu travailles, toi, avec des structures qui mettent ça en place. Est-ce que tu as senti, pour celles qui ont pris un virage et qui sont plutôt allées dans cette restructuration-là, est-ce que tu as vraiment senti une grosse différence? Est-ce que tu as des témoignages ou en tout cas tu as senti une évolution vraiment palpable à ce niveau-là? Voilà, et c'est là où ça devient réaliste, c'est que quand on parle de changement de culture, il faut être patient. Ce Ouais. n'est pas des solutions qui sont toutes faites où on va construire une salle de baby-foot et tout ira bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche au vocabulaire qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, avec qui on s'assoit, comment on s'assoit, comment on s'adresse aux gens, quel regard on porte sur les gens. Donc, en fait, ce modèle, je l'ai surtout exploré et intégré dans les institutions d'apprentissage, c'est-à-dire dans les universités, dans les écoles, dans lesquelles on a justement besoin qu'il y ait un environnement sain pour que le cerveau puisse être capable de fournir cette énergie qui permet d'apprendre. Et dans certaines entreprises, dans certaines organisations aussi, de type organisation humanitaire, et
au bout de 2 ans, on commence à sentir sur quelques chantiers, parce qu'on ne peut pas les attaquer tous, qu'il y a par exemple par rapport au statut et par rapport au feedback, qu'il y a maintenant une libération autour de la parole, qu'il y a des termes qu'on partage, qu'on utilise, et qu'il y a une transparence par rapport à ces dispositifs qui peuvent différencier les statuts ou qui peuvent être opaques. Donc, on n'obtient pas assez de reconnaissance. Mais quand je dis reconnaissance, ce n'est pas le bravo, mais ça veut dire d'être reconnu, donc vu. Et on a besoin de ces dispositifs. Par exemple, s'il y a quelque chose qui montre l'importance du feedback, c'est si on regarde les records mondiaux de tous les athlètes, par exemple, on voit que dans les 30 dernières années, on a brisé tous les records. Et en creusant, en fait, on se rend compte que c'est en partie le fait que les coachs, mais aussi des outils technologiques qui permettent de donner un feedback immédiat et continu. Ça veut dire c'est un retour l'investissement qui me dit où est-ce que j'en suis. Et donc, on a besoin, en fait, c'est un besoin fondamental, besoin pour apprendre, mais aussi un besoin de savoir où est-ce que j'en suis dans la mission, dans les objectifs. Et dans le télétravail, ce besoin, il est encore plus menacé parce qu'on peut passer à côté de l'importance de dire à l'autre, je sais ce que tu as fait, je reconnais ce que tu as fait et parlons-en. Donc voilà, ça c'est un des chantiers qu'on instaure très souvent parce qu'il est le plus absent des organisations, surtout dans la culture dans laquelle nous sommes. Donc, on va le retrouver, par exemple, très souvent au Canada, très pris au sérieux, encore que, pas partout, mais donc, c'est un chantier sur lequel, et ça nous prend 2 ans avant qu'on sente que le dispositif commence à fonctionner. Et ça aussi, il faut respecter le délai qu'on a besoin de prendre pour vraiment changer quelque chose dans une culture. Sur cette notion de feedback, j'ai l'impression, il y a encore quelques temps, et après je vais prendre un exemple APM, comme ça sera peut-être plus parlant, c'était un peu quelque chose aussi de sacraliser. On avait l'impression que faire un feedback, c'était, alors je minimise pas l'importance, mais que le moment où on le faisait, c'était extrêmement important, qu'il fallait mesurer tout de suite la plus-value. Est-ce que ça n'a pas aussi été une erreur de la part de certaines structures, en tout cas des personnes qui géraient ça, de sacraliser toutes les actions et de ne pas les rendre a priori, enfin, normales. Tu viens de faire quelque chose, je te fais un retour, tu veux revenir m'en parler. Mais j'ai l'impression que le fait de sacraliser certaines étapes, ça nous a fait perdre de vue l'utilité justement de cette démarche. Oui. Alors en fait, c'est tout à fait normal de sacraliser un moment dans lequel on donne un feedback à une personne. Ça veut dire, si je viens et je te dis, Romain, je vais te donner un feedback sur toi, bien sûr que ce moment, il doit être sacralisé parce que je touche à ta personne. C'est en ça que le feedback, tel qu'il doit être instauré, il ne doit pas toucher à la personne, il ne doit pas reconnaître la personne, il doit reconnaître le processus du travail. Oui. En fait, il doit questionner le travail. Donc, en fait, dans une culture pareille, il est plus flexible, il est plus fluide de parler, de reconnaître et demander soi-même un feedback parce que je sais que ce n'est pas ma personne qui est mise en jeu. Oui. Donc, ce n'est pas moi qui ai félicité, ce n'est pas moi qui ai critiqué. C'est le processus que j'ai utilisé. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin d'autant de faire tout un festival autour, parce qu'on doit, ou par exemple, le mythe de devoir envelopper 6 feedbacks, mettre 6 feedbacks positifs pour un feedback négatif. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens savent. Et si vous observez les partenariats ou les amitiés dans lesquelles ça se passe très bien, on voit que la parole est fluide, que la critique est présente parce qu'elle ne vient pas toucher à mon ego, parce qu'il ne s'agit pas de moi ni de toi, il s'agit du processus de travail, du projet que nous partageons. Et donc, c'est là où un autre besoin qui est le besoin du statut, il faut que lui, il dise, c'est bon, je n'ai pas besoin d'être validé, parce que si je suis dans ce besoin, donc je suis vulnérable et susceptible de mal prendre ton feedback, et donc il faut qu'on se mette dans une disposition, une cérémonie de feedback qui va compliquer la présence du feedback d'une manière quotidienne et immédiate au sein de la culture. Alors, je te disais que je vais prendre un exemple APM, je vais me risquer à ça. Je vais te parler du recrutement. Quand on est recruté à l'APM, on rencontre toutes les équipes, même alors pas forcément tous les collaborateurs de chaque équipe, mais on en rencontre au moins un ou deux. L'idée, c'est de se dire, bon, je te recrute sur tes compétences, j'ai vu ton CV, je vois, mais j'ai besoin de voir aussi si humainement, ça peut coller avec tout le monde.
Pour l'avoir vécu, c'est effectivement positif quand tu arrives dans la structure parce que tu connais déjà un petit peu les gens, tu te fais une idée. Quand ça passe pas, ça peut aussi avoir un impact négatif. Effectivement, ça joue sur ton ego où tu te dis, mais je ne suis pas pris, je ne fonctionne pas avec tout ce genre de personnes. Est-ce que tu penses que c'est un process utile ou est-ce qu'il pourrait être amélioré, être un peu différent? Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est la même chose qui se passe à la NASA. S'il faut recruter un astronaute, même la personne qui est à l'accueil, même la personne qui amène les cafés, va être questionnée sur quel sentiment elle a eu devant cette personne. Et donc, justement, parce qu'il y a un aspect extrêmement important au niveau de l'humain, au niveau du rapport. Par contre, il faut qu'on se méfie parce qu'on a beaucoup de shortcuts, de circuits, de jugements que nous pouvons projeter sur Ouais. des personnes et supposer que notre première impression est la bonne. Et donc, on va dire que je ne le sens pas ou je ne la sens pas. Alors, attention, pourquoi? Parce que ça peut être aussi lié au fait que dans cette organisation, on appartient tous à un même modèle. On partage un modèle mental. Des fois, ça m'arrive d'arriver dans une entreprise et, par exemple, dans des startups où c'est très cool. Ouais. Et en fait, du coup, je me dis, bon, avec comment je vais me comporter. Il y a des fois où je suis plus ou moins cool. Je vais dire, voilà, si on demande à toutes les personnes de cette startup comment vous l'avez trouvé, bon, en fait, ils risquent d'avoir tous le même avis parce que c'est un peu la même vibe, un peu la même culture. Donc, c'est là où c'est intéressant de s'assurer avant de faire ça. Est-ce qu'à l'APM, les personnes qui vont venir rencontrer cette personne, est-ce qu'elles sont vraiment diverses? Est-ce qu'elles vont apporter des perspectives diverses? Elles ne vont pas s'aligner à une attente inconsciente de ce que l'on veut à l'APM. Et donc, c'est en ça qu'il faut se méfier. Alors, c'est un outil qui permet d'assainir la prise de décision. Il y en a plein. Olivier Sibony, il en parle très, très souvent de comment on peut assainir les décisions de recrutement parce qu'on peut être sujet à ce bruit. Et du coup, qu'on soit plusieurs, pourquoi pas? Mais attention que ce plusieurs ne soit pas homogène. C'est-à-dire qu'on finit tous par vouloir, et on finit tous par se ressembler sans qu'on se rende compte, et on finit voilà, par avoir une homogénéité qui ne représente absolument pas la diversité que l'on prétend avoir. Si je rebondis aussi sur ça. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression, pour avoir fait quelques structures, il y a des moments où on a envie d'avoir une équipe plutôt homogène. Se dire là, je cherche des gens, il faut que ça fonctionne. Et on sent qu'à un moment, ils ont envie d'un petit peu d'amener un petit grain qui va changer la dynamique. Et ça me fait penser alors c'est des projections, hein. Tu m'avais partagé quelques liens, notamment ton interview sur Welcome to the Jungle, où tu dis une phrase que j'ai fait écouter dans les couloirs hier toute la journée, qui est « Il ne faut pas avoir peur du conflit ». Et ça me fait aussi penser à Maximilien Drabec qui parle de la dissidence positive dans l'entreprise. Et je voulais justement revenir à ça. Est-ce que quand on est dans une culture plutôt homogène pendant un certain temps, on n'a pas le réflexe de se dire la différence va nous amener par une période un petit peu trouble et après ce sera positif. Mais tu vois, ce côté, à un moment, est-ce que je ne peux pas avoir un équilibre plutôt que de faire tout le temps une période homogène? Alors peut-être que je me trompe, hein, mais une période homogène. Après, en fait, on va changer les 2-3 profils là, pour amener quelque chose d'autre. Mais ça va avoir un impact négatif parce que les gens ont des habitudes et tout. Est-ce que j'ai une bonne vision des choses? Et si oui, est-ce qu'il n'y a pas une solution à ça pour éviter de passer par ces périodes un petit peu floues et opaques de transition? Alors, en fait, la réponse, elle est dans la question. Ça veut dire que c'est pénible. Ouais. C'est pour ça que c'est pénible. Les conflits, c'est pénible. Voilà, quand je parle de conflit, je suis en train de parler de conflit d'idées, hein, ce n'est pas de conflit de personnes. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. C'est pénible. Donc, en temps de crise, en temps de fatigue, en temps de stress, en temps d'incertitude, c'est justement là où on a vraiment besoin de diversité. C'est les moments où on est fatigué et donc on n'a pas besoin et on n'a pas envie de fournir de l'énergie pour accepter d'autres perspectives. En fait, il faut qu'on assume que c'est tout à fait normal que ce ne soit pas fluide, que ce ne soit pas évident, qu'en fait, qu'il faut aller contre son propre automatisme, de vouloir se contenter d'être d'accord avec les gens qui me ressemblent. Un autre piège, c'est qu'on peut être différent, mais en fait, on n'ose pas tous et toutes s'exprimer sur cette différence.
Donc, ce n'est pas parce qu'on a recruté des personnes différentes que ces personnes vont vraiment exprimer Oui. ce qu'elles pensent. Donc, il y a plusieurs biais et puis il y a plusieurs pièges dans lesquels on peut tomber. On peut tomber dans le faux consensus dans lequel on croit que tout le monde pense comme je pense et je prends la décision et on y va. Et puis aussi, il y a les biais d'autorité, ce qui fait que si la personne qui domine, qui est hiérarchiquement plus élevée, décide de quelque chose et les autres n'osent pas ou voilà, ne veulent pas prendre le risque de ne pas être reconnus, de ne pas être admirés et du coup, pour passer pour les perturbateurs, les perturbateuses et donc de dire je ne suis pas d'accord. Donc, il faut qu'en plus de la diversité, qu'il y ait dans la culture la possibilité d'exprimer cette diversité et donc de dire que en fait, quand on n'est pas d'accord, c'est un signe de santé de la collaboration. Si on est d'accord pendant longtemps, ça veut dire que c'est comme si en fait notre système immunitaire n'est jamais stimulé. Ouais. Après, on risque une fois qu'on n'est pas d'accord, voilà, qu'on parte en réanimation de collaboration en quelque sorte, parce qu'on n'a pas développé, on n'a pas eu ces petits exercices quotidiens, sains, qui valident et qui montrent que la parole circule et que donc on n'est pas en train de s'engrainer de scléroser dans un modèle dans lequel on est tous d'accord justement pour ne pas perturber la cohésion. Mais ça fait une référence à ce que tu disais précédemment, c'est qu'en fait, j'imagine que ces conflits d'idées sont positifs à partir du moment où on a compris qu'on discutait le processus d'idées et pas la personne qui Pas la personne. C'est ça. Et c'est vrai qu'on est encore dans ces dynamiques-là. Je pense qu'on est les questions d'ego sont toujours trop présentes. Et justement, ça me fait penser voilà. Ça me fait penser, Romain, parce que ça me tenait à cœur. On n'est pas loin du 8 mars, et à chaque fois qu'il y a qu'il y a 8 mars, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant qu'il faut que la femme s'exprime, il faut qu'elle brise le ceiling glass, qu'il faut qu'elle ait plus de confiance. Et encore une fois, c'est dans la culture que cette parole se libère. C'est pas l'individu, c'est pas la femme seule d'aller se battre et de dire je vais prendre le courage de me mettre dans la position risquée d'être celle qui n'est pas d'accord ou qui exprime un avis qui n'est pas commun, alors qu'en fait la culture n'invite pas à cela. Donc c'est pour ça que je reviens toujours vers la culture plutôt de responsabiliser l'individu sur en fait, ton obligation d'exprimer ta perspective, mais en fait, est-ce qu'elle est bien recueillie, cette perspective? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler sur le terrain et pas juste qu'on recrute les bons plans, mais aussi on pense le terrain dans lequel on plante ces plans, est-ce qu'il est propice à la collaboration? Alors, justement, avant de conclure cette partie sur le livre, je fais le parallèle avec peut-être une équipe sportive où je me dis, donc la collaboration entre les individus, on lit ton livre et on comprend un petit peu certains mécanismes, on essaye d'assainir tout ça. Est-ce qu'on peut aussi faire appel à des intervenants extérieurs de manière très transparente? Alors, je ne sais pas, psychologue ou j'en sais rien, mais tu vois, de se dire, on décharge aussi le leader, le manager, ça peut aussi reposer sur des personnes qui ne font pas partie de la structure. Est-ce que ça peut être utile d'avoir des intervenants qui ne viennent pas du tout de la culture de l'entreprise? Bien sûr, un manager n'est pas un expert. D'ailleurs, il peut ne pas être expert même du sujet de ce management. Un manager, c'est quelqu'un qui arrive à se poser, ou une manager, elle arrive à se poser la bonne question et trouver le bon expert. Donc, en fait, dès qu'on passe à un sujet qui est compliqué, c'est là où il faut qu'on puisse demander des expertises. Ça ne veut pas dire qu'on doit écouter l'expertise comme si c'était la Bible, comme si c'était la recette, mais ça veut dire qu'il nous faut une voix extérieure qui vient donner une perspective. Alors, avant, il faut bien qu'on questionne aussi nos collaborateurs, parce qu'on peut en fait ne pas douter de la présence de perspectives, d'expériences de vie qui peuvent amener un regard riche. L'idée, c'est que le modèle mental, plus il est étendu, plus il est riche et plus on peut ne pas tomber dans nos biais, nos automatismes. Et donc, si un expert, alors en quoi un expert c'est intéressant? C'est qu'il en a vu d'autres. Oui. C'est juste ça, hein. C'est pas parce qu'il a fait 3 mois, il a un certificat de coaching qu'il va apporter des réponses, mais qu'en fait, c'est qu'il en a vu d'autres et donc, en fait, il peut aller plus vite que nous. Et en fait, c'est en ça que l'humanité, c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas à tous vivre les mêmes choses. On peut
on peut partager ce savoir. Et donc, en fait, c'est en ça que, voilà, savoir poser la question, des fois avoir recours à un expert qui nous aide à trouver la question, et puis trouver la réponse auprès d'un autre expert, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un manager ou une manager qui pense avoir toutes les réponses, c'est mal parti. C'est mal parti. Ok, alors ça, ce sera notre conclusion sur l'intention, le fond du livre. Une question peut-être pour conclure, parce que le temps avance. Dans quel état d'esprit tu étais, toi, quand tu as rédigé ce livre? Qu'est-ce que tu souhaitais vraiment apporter avec cet ouvrage, en plus de tes conférences? Parce que j'imagine que c'est oui. pas construit de la même Alors, pour être honnête, Romain, j'étais révoltée contre... Enfin, révoltée, oui, je peux dire révoltée parce que c'est un sujet avec lequel je saoule beaucoup de mes proches, qui est l'arrivée je veux dire, bien-êtrisme dans le milieu de l'organisation. J'ai beaucoup de méfiance autour des solutions telles que j'ai, des solutions qui ne touchent pas aux vrais problèmes. Ça veut dire de cet attachement que nous avons à des packages qui viennent résoudre le mal-être. Et je trouvais que ça devenait voilà, comme une évidence que quand on va mal, on va faire une retraite avec les collaborateurs et où on va construire un endroit dans lequel les collaborateurs peuvent siester. Et en fait, j'étais en quelque sorte, je trouvais qu'il fallait que j'écrive, même avant d'avoir l'idée du livre, mais il fallait que je réalise des conférences sur le sujet, qu'en fait, il faut oser regarder les lions. Parce qu'en fait, l'image, c'est qu'on est devant des lions psychologiques et ces lions nous menacent notre cerveau aussi fortement qu'une faim ou qu'une blessure. Alors, l'idée, c'est est-ce que je prends un cachet et je suis devant le lion, mais je médite et je suis bien? Ou est-ce que je dois m'attaquer ou en tout cas trouver une solution, passer à l'action? Et en fait, pour moi, toutes ces solutions, c'est des solutions qui sont anesthésiantes, qui font un effet plaster. Et il faut vraiment qu'on puisse regarder comment on construit des cultures. Ça prend plus de temps. Des fois, je regarde maintenant, plutôt que de lire un livre, maintenant, vous pouvez regarder une vidéo de 10 minutes qui vous résume le livre. Et je me dis, mais en fait, on a besoin de lenteur. On a besoin, même si dans le livre, il y a des répétitions, pourquoi il faut tout faire vite, trouver des solutions vite, résoudre le burn-out vite, changer les cultures vite, trouver le sens vite? Ces choses prennent du temps, prennent de l'énergie, on n'en a pas beaucoup. Il faut d'abord passer donc par l'étape dans laquelle on assume qu'on est limité au niveau de nos capacités, au niveau de nos capacités attentionnelles et décisionnelles. Une fois que nous avons fait ça, on trouvera normal que le changement de la culture est quelque chose de laborieux, qui prend du temps, qui prend de l'énergie et qui coûte beaucoup plus que des solutions à court terme. Clé en main, oui. Mais c'est marrant parce que on se le dit avec toutes les ruptures qu'on a traversées et qu'on est en train de traverser, on a une espèce d'énergie collective qui dit mais en fait il faut qu'on retourne à l'essentiel, qu'on prenne le temps. Et en fait on se rend compte encore une fois que c'est pas suivi des faits. Et il faut s'interroger à pourquoi il y a toujours ce décalage entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et c'est Albert Moukébert qui en parle très bien d'un moment par l'impact, enfin l'écologie. J'ai envie mais je ne fais pas. Intention, action gap. C'est ça. Donc, c'est bien que tu nous parles de cette révolte parce que je pense que beaucoup la partagent. Et la solution de facilité, entre guillemets, c'est de prendre clé en main sans se soucier de l'origine, du pourquoi, du comment, des fondements pour se dire bon, j'ai essayé de faire, ça avait l'air de fonctionner. Voilà, il y a une espèce de décharge, j'ai l'impression, quand on essaye de prendre des choses, le package, comme tu disais. Sama, on arrive à la fin du temps. C'était un plaisir. Est-ce qu'on peut Alors, on peut lui souhaiter quoi à cet ouvrage? De calmer ta révolte et de permettre aux gens de prendre plus de temps? En fait, il est pénible, même quand je le lis, je trouve qu'il est pénible. Donc, je lui souhaite qu'il tombe dans les mains de personnes patientes
qui cherchent vraiment des solutions. Et donc, parce que justement, ça ne présente pas des recettes, ça présente des grilles de lecture. Donc, vraiment, je souhaite qu'il soit lu avec la même intention que j'avais quand je l'ai écrit. Ça veut dire vraiment qu'on veuille ne pas se cacher derrière des fausses solutions. Et c'est très bien parce que ça correspond également à l'intention de Flora Bernard, qui en a sorti un aussi il n'y a pas longtemps sur la prise de décision et le sens de nos décisions. Et je pense que vous pourrez peut-être vous rencontrer dans le réseau très prochainement. Ben, on est dans la même collection de Duno. Oui, dans les soft skills. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait être intéressant que vous vous Oui, rencontriez. c'est vrai. Vous partagez pas mal de révoltes constructives et utiles, à mon avis, pour nos adhérentes et nos adhérents. Sama, merci beaucoup pour ce Merci moment. Romain. À très bientôt. À très bientôt dans une prochaine librairie avec Bianca, avec moi, parce que Bianca a pris aussi le relais dans les librairies. Et puis, merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.